This iHeartRadio station is brought to you by Vitamin Water. Well, we got a minute. I'm gonna buy that truck I've been wanting. Wait, don't you need, like, weeks to shop for a car? I don't. Carvana makes it super convenient to find exactly what I want. Hold up. You're buying a car on your phone? Isn't that more of a laptop thing? You can shop wherever you want. I like to do my research, read reviews, compare models. Plus, Carvana has thousands of options. How'd you decide on that truck? Because I like it. Oh, that is a great reason. Go to Carvana.com to sell your car the convenient way. Bienvenue à vous qui avez décidé de nous écouter et de prendre part à ce nouveau voyage de l'esprit. Pour nous narrer l'histoire de l'univers, vous pourrez compter sur la verve de Willy Brahami, un ami, physicien, ancien prof, pilote, conférencier, musicien, bref, un touche-à-tout cosmique et de ses années d'expérience de vulgarisateur pour vous emmener au-delà des possibles grâce à l'imaginaire. Alors prenez place et bon voyage dans Poussière d'étoiles. Salut Maxence, salut tout le monde. Voilà, aujourd'hui on va attaquer le 8e épisode de l'immense série Poussière d'étoiles. Alors, tout petit rappel, voilà, dans les premiers épisodes, on a surtout regardé quels étaient les acteurs de cette immense histoire, c'est-à-dire les étoiles, les planètes, les galaxies, les amas de galaxies, les super amas de galaxies, etc. Tout ça séparé par des immenses distances dans un espace quasi vide. Voilà, aujourd'hui, et je vous ai parlé aussi de la façon dont on pouvait observer l'univers les yeux fermés, c'est-à-dire d'essayer de voir comment on a réussi à comprendre et à déduire et en observant tout ça, toutes ces lois qui déterminaient l'histoire de notre univers. Voilà, on a parlé aussi légèrement philosophie, mais on en reviendra un peu plus tard, quand on regardera plutôt vers la fin de ces émissions. Le côté philosophique et les questions fondamentales, qu'est-ce que je fais ici? Quelle est cette histoire? Est-ce que l'univers a un sens? Est-ce que ma vie a un sens? Aujourd'hui, nous allons commencer à aller un petit peu dans l'autre sens, c'est-à-dire de voir de quoi toute cette matière est faite. Eh bien, pour commencer, un petit rappel, je vous avais parlé de ces philosophes grecs d'il y a 3000 ans qui commençaient un petit peu à rationaliser un petit peu la pensée et d'essayer de mettre de côté les légendes, les mythes, tout ce qui était surnaturel, etc. Ils ont essayé de voir avec raison quel pouvait être le sens de tout ça. Il y a 3000 ans, donc, ces philosophes ont commencé à voir que finalement, première observation, la matière pourrait être faite, tout ce qui nous entoure pourrait être fait d'un assemblage de 4 éléments qui étaient la terre, l'eau, l'air et le feu. Un peu plus tard, un 5e élément est apparu, mais on en reparlera un petit peu plus tard. Donc, c'était une belle observation, parce que quand on regardait tout autour de nous, bien sûr, tout apparaissait de la terre, et avec de l'eau, et une bonne température, et une bonne lumière, tout poussait, tout arrivait. C'était une belle observation. Finalement, même l'homme, une fois qu'il était né en étant composé des éléments de la planète sur laquelle il était et vivait, se complexifiait et puis finalement retournait à la poussière, donc retournait à la terre. C'était une belle idée qui était quand même relativement rationnelle. À peu près aux mêmes instants, un philosophe grec, Démocrite et d'autres, ont commencé à imaginer mais la matière est faite de quoi? Et il a déduit, d'une certaine façon de penser, que la matière pouvait être faite de briques fondamentales, insécables. Insécable, en latin, se dit atomus. Et donc, c'était une belle idée. Qu'est-ce que ça voulait dire, une brique insécable? Alors, par exemple, prenons un morceau de fer, une belle règle en fer que l'on casse en deux, puis encore en deux, puis encore en deux, etc., etc. Jusqu'à quand vais-je être capable de la briser pour arriver à un élément fondamental qui est encore du fer? Et cet élément fondamental, c'était l'atome de fer. Cette idée a été mise un peu de côté, puis à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, on a commencé à y voir un peu plus clair. Et on s'aperçut que vraiment, toute la matière qui nous entourait était composée d'atomes. Ces atomes que l'on pouvait imaginer comme étant insécables,
Finalement, un atome était tout simplement composé après de longues études, après de longues expérimentations. On a découvert qu'un atome était composé d'un noyau avec quelque chose qui tournait autour, mais enfin, je mets guillemets, je mets beaucoup de guillemets dans ce mot « tourner autour », un noyau autour duquel tournent des électrons. Donc, en résumant, à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, on savait pertinemment de quoi était faite la matière. Elle était composée d'atomes. Voilà. L'atome, alors, petite description de l'atome. Prenons l'atome le plus simple, l'atome d'hydrogène. Il est fait d'un noyau avec un électron qui, entrant encore plein de guillemets, tourne autour. Un électron, et au centre de ce noyau, il y a un proton, tout simplement, un proton. Eh bien, l'atome suivant est composé tout simplement de 2 protons avec 2 électrons. Puis l'atome suivant, 3 protons, 3 électrons, etc. Mais avec quand même une petite particule supplémentaire qu'on appelle un neutron. Donc 3, puis 4, puis 10, puis 20, on en arrive à 92. Il existe 92 sortes d'atomes différents. Le plus lourd, l'atome d'uranium, est composé de 92 protons, autour duquel tournent 92 électrons, alors je dis bien tourne, entre guillemets encore une fois, et tout ça, toujours au sein du noyau, d'autres particules qu'on appelle des neutrons qui permettaient tout simplement, sans rentrer dans les détails, d'avoir une espèce de cohésion parfaite pour que tout ça soit relativement stable. Finalement, la différence entre tous les atomes, c'est simplement le nombre des composants. Donc on a parlé de 3 composants, l'électron, le proton et le neutron. On a toujours pensé que c'était des particules. Et ces particules, c'était extrêmement bizarre, ça voulait dire que ces particules élémentaires, on ne pouvait plus les casser. Or, il s'avère que finalement, si, on peut casser un proton et un neutron. Il existe des particules encore plus petites que l'on appelle des quarks, encore plus petites, 1000 fois plus petites. Bref, là, on est un peu en train de se poser des questions insécables, et bien finalement, si, on peut encore casser et couper pour essayer d'aller dans le profond. Est-ce que ça va s'arrêter? Pour l'instant, on ne le sait pas. Il y a des théories qui postulent qu'éventuellement, ces particules qu'on appelait fondamentales puissent encore être composées de particules encore plus fondamentales, etc., etc. C'est un petit peu gênant parce que la notion d'insécabilité, c'est-à-dire la notion de atomus, est un peu mise à défaut actuellement. Eh bien, pour l'instant, on va quand même parler de ces petites particules. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une particule? Alors, on imagine une particule comme étant une petite boule. Sauf que si c'est une petite boule, c'est gênant, parce qu'une petite boule, quelle que soit sa taille, elle a un volume. Elle a un volume, elle a une surface, elle a un dessus, un dessous, un devant, un derrière. Or, justement, une particule ponctuelle n'est pas tout ça. Elle n'a pas de volume. Alors, est-ce que ce sont des particules ponctuelles? Alors, c'est là qu'est extrêmement bizarre. C'est là qu'une nouvelle théorie fondamentale, une théorie mathématique merveilleuse, qui est fabuleuse au niveau du concept humain, ça s'appelle la mécanique quantique, la physique quantique. Et là, ça permet d'y voir un peu plus clair. C'est le fondement même de l'ultra profond, c'est-à-dire de quoi est composé tout ça. On revient sur cette notion de particule. En réalité, alors qu'est-ce qu'une particule? On peut toujours l'imaginer, comme je l'ai dit, comme étant une petite boule bien déterminée, bien localisée quelque part, qui a une certaine vitesse, qui va dans une certaine direction, d'un point A vers un point B. Bon, c'est concevable complètement. Avant de te parler de rentrer dans les détails, on va essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce que c'est qu'une notion d'onde et qu'est-ce que c'est qu'une notion de particule, qui sont antagonistes l'une de l'autre. Par exemple, une onde, c'est quoi? Alors, si je suis dans une pièce où il y a plein de gens et que je dis, par exemple, un bonjour, tout le monde, tous les gens qui sont autour de moi vont entendre le mot bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma volonté a fait en sorte que ma glotte et mes cordes vocales ont émis un signal. Ce signal a fait vibrer une tranche d'air dans ma bouche qui s'est propagée de proche en proche, de ces couches d'air ne bougeant pas, mais simplement poussant la couche d'air suivante pour arriver à votre oreille, et à votre oreille, le tympan se met à vibrer de la même manière que la couche d'air qui lui arrive dessus, envoie un signal au cerveau qui le transforme en mots, disons. Donc tout le monde entend le bonjour en même temps. Cette onde s'est propagée dans toutes les directions, elle n'est pas localisée, elle est partout. Imaginons que dans la même pièce,
qu'au lieu de dire bonjour, j'écrive sur un petit bout de papier le mot bonjour. Ce petit bout de papier, je le plie en plein de fois et je le jette par hasard quelque part dans la pièce, et une seule personne le recevra et aura l'information, le bonjour. Donc, si vous voulez, la différence entre une onde qui se propage partout et une particule, ce petit bout de papier sur lequel est écrit l'information bonjour, c'est totalement différent dans la mesure où une n'est pas localisée, elle va partout, et l'autre, elle n'a qu'une seule direction. En réalité, la notion d'onde et la notion de particule ne sont pas compatibles. La notion d'onde, en fait, c'est simplement la transmission d'une vibration dans un milieu matériel. Par exemple, l'air est légèrement dérangé de proche en proche jusqu'à votre oreille. Et il faut cet air. Dans le vide, le son ne se propage pas. Donc, pour que l'information se propage, il faut un milieu matériel. Or, il existe plein de façons pour déterminer si quelque chose est ondulatoire. Il existe plein de méthodes, plein d'observations, plein d'expérimentations très très simples, dont je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais simplement en donner les conclusions. On peut déterminer si une information est transmise sous forme d'onde ou sous forme de particules. Par exemple, on sait depuis la fin du 19e siècle que la lumière est une onde, puisqu'elle concourt parfaitement à toutes les expérimentations qui permettent de déceler si quelque chose est une onde. Eh bien oui, la lumière est une onde. C'est-à-dire qu'elle peut se transmettre dans toutes les directions en même temps. Elle peut même passer par deux trous en même temps. Si vous voulez, une onde lumineuse peut passer par deux trous en même temps. Mais alors, si la lumière est une onde, ça veut dire qu'elle se transmet de proche en proche dans un milieu matériel. Or, qu'est-ce que l'on voit ? On voit les étoiles. Et entre les étoiles et nous, il n'y a que du vide. Mais justement, le vide n'est pas un milieu matériel. Comment la lumière peut-elle se propager étant une onde dans un milieu qui n'est pas matériel ? Donc, on s'est posé la question, mais qu'est-ce que c'est finalement ? Donc, si c'est une onde, ou si finalement, comme l'a déterminé Einstein et d'autres, la lumière est composée de petites particules que l'on appellerait photons. Donc c'est extrêmement bizarre, c'est là que ça a commencé un petit peu la notion de bizarrerie de la mécanique quantique. En réalité, la lumière est composée de photons, c'est-à-dire que la lumière est en même temps particule et en même temps onde. C'est-à-dire les deux antagonistes, les deux trucs qui sont contradictoires l'un avec l'autre. La lumière est onde et particule. Bon, voilà, ça c'était pour la lumière, c'était extrêmement bizarre. Finalement, on a pu rendre compatibles ces deux choses en inventant, disons, en déclamant correctement une théorie mathématique très puissante qui s'appelle la mécanique quantique ou physique quantique, qui permet de prévoir des résultats avec une finesse absolument incroyable. Et c'est là que c'était extrêmement bizarre, parce que on avait beau trouver que cette mécanique quantique était parfaite au niveau de l'observation, mais elle était incompréhensible. Elle était incompréhensible par différents aspects. Alors, un des aspects extrêmement étonnants, c'est qu'une particule, elle est localisée quelque part. Mais pourtant, elle a quand même un aspect ondulatoire. Alors, c'est extrêmement curieux. Si on soumet un jet de particules aux mêmes expérimentations qui permettent de déterminer si quelque chose est ondulatoire ou pas, et bien d'un seul coup, ce jet de particules dans cette expérimentation montre avec une insolente réalité que une particule est aussi ondulatoire. Un électron peut avoir un comportement ondulatoire. Un proton peut avoir un comportement ondulatoire. Bref, ça veut dire que même des trucs un peu plus gros que tout ça, c'est-à-dire des molécules, peuvent avoir un comportement ondulatoire. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Quelles sont les conséquences de ça ? Tout simplement, si vous prenez une particule, elle est capable de passer par deux trous en même temps. Si vous prenez un proton, un neutron ou même un atome, vous pouvez la faire passer par les deux trous en même temps. Donc la notion de réalité était remise un petit peu en question. Et on était extrêmement troublé par ces observations. Mais j'insiste bien pour bien enfoncer le clou, disons, la mécanique quantique ou la physique quantique ont été précurseurs de quasiment tout ce qui nous entoure comme nouveauté industrielle ou technologique. Le laser est une conséquence de la mécanique quantique. Les images de résonance magnétique nucléaire, c'est-à-dire l'IRM, sont une conséquence de la mécanique quantique.
vos téléphones portables sont une conséquence de la mécanique quantique. Donc, tout ce qui était prévu par les mécaniques quantiques a été mis en valeur et même en exergue dans nos sociétés qui nous entourent. Mais pourtant, quelque chose de complètement dingue, c'est que personne ne comprend le fondement de cette réalité-là. Un grand physicien qui s'appelait Richard Feynman, c'est un prix Nobel, un mec extraordinairement puissant au niveau du mental, un musicien, un joueur de bongo extraordinaire, disait à ses élèves, voilà, si vous avez compris le cours de mécanique quantique que je viens de vous faire, c'est que je me suis très mal exprimé. En fait, actuellement, on est toujours dans une certaine expectative. Alors, on va rentrer un tout petit peu dans les détails, si vous voulez bien, de ce genre de contresens, quelque chose qui nous échappe complètement. Une des premières conséquences de cette théorie, c'est que une soi-disant particule qui est parfaitement localisée, vue de très loin, elle ressemblera peut-être à une petite boule bien localisée sur un petit point bien précis. Mais si je m'approche de plus en plus de cette particule, je m'aperçois que finalement non, tout devient trouble et ça devient plutôt une espèce de nuage où à l'intérieur de ce nuage, je peux très bien imaginer que cette particule pourrait être partout en même temps. Alors, une autre conséquence de cette théorie, c'est que tant que j'observe pas la particule peut être partout à la fois. La particule a tout à fait le droit d'être dans plein d'états. Elle a le choix dans sa vie de choisir l'état qu'elle souhaite, qu'elle veut, voilà, spontanément, d'une façon hasardeuse peut-être. Eh bien, il n'y a que quand je l'observe que je verrai où se trouve cette particule. Mais tant que je ne l'observe pas, elle est partout. Alors, une des conséquences de ça, une conséquence faible, c'est que l'observateur, finalement, il influe l'expérience. La question, c'est de savoir, est-ce que s'il n'y a pas d'observateur, l'expérience a lieu? Est-ce que la réalité des choses ont lieu? Alors, en allant plus loin, beaucoup plus loin, certains pensent éventuellement que le fait d'observer quelque chose autour de nous, on crée cette réalité. Donc, c'est pour ça que le titre de cet épisode, c'est l'irréelle réalité. Tant qu'on n'observe pas, la particule a le droit de faire ce qu'elle veut. Tant qu'on l'observe, soudainement, elle choisit une possibilité qui lui est offerte. Une expérience simple, la même que l'autre fois, permet de voir un petit peu ce concept complètement flou. Par exemple, si je prends, disons, une expérimentation qui permet de déterminer si quelque chose est onde ou particule. Si je ne participe pas à l'expérience, le résultat de l'expérience me montrera sans ambiguïté que quelque chose est une onde. Par contre, si je m'approche de l'expérience et que j'essaye de regarder de près ce qui s'y passe, d'un seul coup, les particules vont avoir une attitude de particules et ne plus ondulatoire. Donc le simple fait d'observer oblige la particule à choisir à être une onde ou bien une particule. Dans le prochain épisode, on parlera un petit peu plus de ce qui se passe à l'intérieur des atomes. Mais avant toute chose, pour conclure, pour vous donner une idée de la taille d'un atome, par exemple l'atome d'hydrogène qui est composé d'un proton avec un électron qui tourne autour, si je prends le Stade de France et que je mets une petite bille à jouer sur le centre du terrain et que je mets un électron qui est gros comme un grain de talc sur la dernière rangée en haut du Stade de France, voilà, vous avez une idée approximative de la taille d'un atome à notre échelle. Une des premières conséquences, c'est que finalement, l'atome est à majorité plein de vide. Donc si un atome est plein de vide, l'atome d'à côté est plein de vide, les milliards d'atomes à côté sont pleins de vide, les milliards d'atomes qui composent la planète sont pleins de vide, entre les planètes il y a un vide gigantesque, entre les étoiles il y a un immense vide, entre les galaxies il y a un immense vide, etc., etc. Donc finalement, l'univers dans son ensemble, en majorité, est fait d'un immense vide. Et par la pensée, si on arrive à éliminer tout ce vide, c'est-à-dire à coller toutes les particules de matière qui forment l'univers entier, on pourrait tout condenser ça dans une tête d'épingle. Voilà. À la prochaine. Ce voyage vous a plu ? Alors n'hésitez pas à partager ce podcast et à en parler autour de vous. Et puis, si ça vous a vraiment plu, laissez une review, un commentaire, ça nous fera, à moi et à Willy, très très plaisir.
En attendant le prochain épisode, vous pouvez aller voir tous les autres podcasts de Replay Media et vous verrez, on y apprend plein d'autres choses. Vous pouvez aussi suivre Replay Media sur les réseaux sociaux pour être au courant de l'actualité et de la sortie de chaque émission. On a hâte de vous retrouver dans un mois pour un prochain épisode de Poussière d'étoiles. This iHeart radio station is brought to you by Vitamin Water.